Depuis quelques jours, le froid est arrivé sur la France. Alors, ils sont des milliers, comme Ludovic, à pousser la porte des pharmacies. Quels sont les symptômes? C'est le nez bouché, c'est les éternuements. C'est alternance nez bouché, Voilà. nez qui coule, C'est ça, voilà. De la fièvre. Pas encore. Il a les symptômes d'un bon rhume. La pharmacienne va lui proposer d'acheter une combinaison de médicaments pour le soulager. On peut faire. Alors, dans l'Actifed, vous avez le paracétamol et la pseudoéphedrine, qui est le décongestionnant. Et combiné avec un spray à l'eucalyptus et à l'eau de mer pour pouvoir drainer et décongestionner. D'accord. Au final, pour soigner son rhume, il repart avec des pastilles pour la gorge, un spray nasal et une boîte de comprimés. Il en a pour 19 €, mais il ne sera pas remboursé, car ces médicaments sont vendus sans ordonnance. Merci Au revoir. et à bientôt. À bientôt. Ces jours-ci, ces produits partent très vite. Pour faire face à l'épidémie annuelle de rhume, l'un des pharmaciens, Anthony, refait régulièrement le plein dans les rayons. La plupart des patients n'y coupent pas, au moins 1 ou 2 fois par saison. Et la plupart des patients souhaitent traiter ça tout de suite, avant même de consulter un médecin. La demande est telle que dans la réserve, au sous-sol, Oh là là, mais regardez-moi ça. Enfin, Anthony a bien du mal à circuler. Il y a des cartons partout. Et c'est seulement une partie du stock de l'hiver. alors, l'antirhume, vous en avez ici. Ça, c'est de l'antirhume. Ça, c'est de l'antirhume. Il y a même des boîtes empilées jusqu'au plafond. Mais là, alors, attendez, c'est énorme là, ce qui est au-dessus de votre tête là. C'est énorme pour vous et c'est rien du tout pour nous. Ah Ça, ouais on sait que ça va partir assez rapidement. Du style, c'est quoi rapidement, vous pensez? Ça part en 1 mois. Ah oui. 1 mois ou 2, au plus. Le rhume, un petit coup de mou passager qui génère une activité qui, elle, se porte très bien. Personne ou presque n'y échappe chaque hiver. En réalité, le rhume est un virus que l'on contracte lorsque le froid affaiblit nos défenses immunitaires. Ça ne se soigne pas, on peut juste en atténuer les symptômes. C'est ce que promettent les marques vedettes. Dolirum, Humex, Fervex, Actifed, qui se bagarrent comme sur un marché de grande consommation à coups de publicité. Rhume, rhinopharyngite, dès les premiers symptômes, il faut faire vite. Pourtant, certains médicaments seraient inefficaces, voire dangereux. C'est là qu'on m'a dit que j'avais fait un AVC. Nous avons enquêté sur ces risques parfaitement connus des autorités sanitaires. Méfiants, de plus en plus de consommateurs soignent désormais leurs petits maux de l'hiver avec des huiles essentielles. Comment ces nouveaux remèdes tentent-ils de conquérir nos narines? L'antirhume, un marché sur lequel les consommateurs n'ont pas toujours conscience des risques qu'ils prennent. Hiver après hiver, nos petits rhumes sont devenus une rente pour les pharmacies. Comme celle où travaille Anthony. Des ventes saisonnières quasi automatiques. Exemple avec l'une de ces boîtes de comprimés qui promet de soigner les maux de tête et le nez bouché. Ouais, vous voyez, on en sort là, septembre 83, octobre 87, là, novembre, bon, 44, mais le mois n'est pas terminé. Voilà, décembre, janvier, février, tous les mois de l'hiver, quoi. Au total, avec ce seul médicament, il débite 726 boîtes en 1 an. Oui. En France, les antirhumes représentent 20% du chiffre d'affaires des médicaments sans ordonnance. Un marché d'importance pour les pharmaciens, mais aussi pour les laboratoires qui les fabriquent. Johnson & Johnson, Sanofi, Pfizer, Urgo. Le marché du rhume pèse au total 467 millions d'euros. Chose étonnante, une partie significative de ce chiffre d'affaires est réalisée par une poignée de produits quasiment similaires, comme nous le confie Olivia, la collègue d'Anthony. Dolirum, Actifed et Humex Rhume, c'est tous les mêmes. Même composants, 2 ailes. À quelques détails près, leur composition est en effet très proche avec une molécule en commun, la pseudoéphedrine, censée déboucher le nez. Elle est aussi utilisée par 2 autres marques concurrentes. Même combat, mais labo différent. Alors, qu'est-ce que la pseudoéphedrine? Quelle est cette molécule commune à tous ces comprimés anti-rhume?
Nous avons sollicité ces fabricants, mais aucun n'a voulu communiquer sur ces produits. Par téléphone, après plusieurs demandes, le géant français Sanofi botte en touche. Je voulais savoir si vous pouviez nous accueillir dans une de vos usines. Les informations que vous demandez sont des informations qui sont quand même assez confidentielles et donc on ne pourra pas donner suite à votre demande. Et les réponses négatives s'enchaînent, comme l'américain Pfizer qui nous écrit ce mail. Nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre requête. Nous n'avons pas de porte-parole disponible sur ce sujet. Faute d'autorisation, nous avons tenté notre chance près de Rouen, dans l'usine du laboratoire Johnson & Johnson. Bonjour. Bonjour madame. C'est vous que j'ai au téléphone? Bonjour madame. Enchanté. Bon, excusez-nous pour l'improviste. Oui, alors donc ce soir à l'heure actuelle j'ai personne de disponible qui puisse vous recevoir. Ni ce soir, ni un autre jour d'ailleurs. Ici aussi, impossible de filmer. Cette personne-là D'accord. Si ces industriels refusent de communiquer, c'est peut-être parce que leurs médicaments anti-rhume à base de pseudoéphédrine sont très controversés. Ils auraient des effets secondaires graves, inimaginables pour des médicaments sans ordonnance. En Bretagne, près de Douarnenez, Il est trop petit celui-là. Lui, il va là. ce père de famille a-t-il frôlé la mort pour avoir voulu soigner un rhume? En janvier dernier, Adrian prend ses comprimés à base de pseudoéphédrine. Et un soir, Oui. alors qu'il s'occupait de son fils, Non, tout en temps, ouais. Plus fort là. Là, plus fort là. Adrian fait un malaise. Tac. Je suis tombé par terre en fait. Donc je suis tombé une seconde hein, et puis je me suis relevé de suite en allant me cacher parce que j'étais à côté de lui, je voulais pas qu'il me voie. Et au fur et à mesure du temps que ça passait, j'avais des fourmis dans tout le côté droit, donc les mains, des petites fourmillements. Et au fur et à mesure du temps que ça passait, c'était de plus en plus fort en fait, de plus en plus gênant. Inquiète, sa femme l'emmène à l'hôpital de Quimper. Arrivé sur le parking, l'état d'Adrian se dégrade encore plus. Je boitais, j'arrivais plus à marcher correctement. Donc là, c'est ma femme qui me portait sur ses épaules, quoi. Je te supportais. Aux urgences, Adrian sent qu'il est en train de perdre pied. Je me souvenais plus du nom de mes parents, si j'avais une sœur ou non. J'étais incapable de répondre, donc là, j'ai fondu en larmes. Là, je me sentais pas bien, je me doutais qu'il y avait quelque chose de grave, quoi. Et c'est là qu'on m'a dit que j'avais fait un AVC. Un accident vasculaire cérébral, une artère s'est bouchée dans son cerveau. Mon mari était, en fait, sans que je le sache, était en train de mourir devant mes yeux, quoi. Parce qu'on peut mourir d'un AVC, donc pour moi, c'était ça, quoi. Allez, hein. C'est un vrai château, ça? Le neurologue qui le prend en charge soupçonne son traitement anti-rhume et alerte même les autorités sanitaires sur ce document. Il semble que seul le médicament anti-rhume puisse être retenu comme potentiel responsable de cet effet indésirable grave. Sur ce cas précis, nous avons contacté le fabricant qui ne nous a pas répondu. J'étais plus jeune du service. Mais l'accident aurait pu se produire avec un autre anti-rhume à base de pseudoéphédrine. Aujourd'hui, Adrian ne garde aucune séquelle de cet accident, mais lui et sa femme sont en colère contre le laboratoire. Ouais, c'était celui-là. Jour et nuit. Ils ont acheté ce produit en toute confiance, influencés par cette publicité. L'écran, peut-être? J'avais un rhume. Prurigote dégage le nez sans tarder, sans effet de somnolence. Prurigote est un médicament, ne pas l'utiliser avant 15 ans. Lire attentivement la notice. Bon, comme à chacun, on n'écoute pas forcément quand ils disent lire attentivement les notices, hein, mais... En effet, s'ils avaient lu la notice, ils auraient vu que le risque d'attaque cérébrale est indiqué. Tous les fabricants le signalent. Pour nous, c'est en libre service, bon, bah, pas grand risque. Mais le plus choquant, c'est que des accidents comme celui d'Adrian, Tu sais plus quoi dire, là? il y en a eu d'autres en France, Ah bah oui. avec parfois des conséquences encore plus graves. Dans cet hôpital de Strasbourg, le service neurovasculaire a eu affaire à un autre cas de ce genre. Quand on a un AVC du sujet jeune, pour lequel on ne retrouve pas de cause, eh bien, il faut se poser la question, est-ce qu'ils ont eu le rhume et est-ce qu'ils ont pris des vasoconstricteurs dans les jours qui ont précédé l'attaque cérébrale? Valérie Wolf, neurologue, très sensibilisée sur la question, mais régulièrement en garde ses internes.
Alors, comment cette pseudoéphédrine peut-elle provoquer un accident vasculaire cérébral? Quand vous avez le nez bouché. En fait, comme l'explique cette publicité, le rhume provoque la dilatation des vaisseaux sanguins du nez. D'où cette situation de nez bouché. Et voilà ce que permet la pseudoéphédrine. Lorsqu'on donne ces médicaments, finalement, les vaisseaux au niveau du nez vont se rétrécir, ce qui va permettre de se moucher. Le problème, c'est que la pseudoéphédrine contracte tous les vaisseaux, pas seulement ceux du nez, avec un risque d'accident sur ceux du cerveau. C'est ce qui s'est passé pour l'un des patients de Valérie Wolf, comme le montre cette IRM. Quand vous regardez ici, vous voyez que l'artère, ici, ce vaisseau, on le voit très très bien. Et on devrait voir le même de l'autre côté. Et ici, vous voyez que l'artère s'interrompt parce qu'elle est bouchée. L'artère rétractée se bouge plus facilement. Une partie du cerveau est alors privée de sang. Ça, c'est l'attaque cérébrale ou infarctus cérébral. Vous voyez que le reste du cerveau apparaît en gris. Ça, c'est le cerveau normal. Et ici, cette partie-là n'a pas été irriguée correctement du fait d'une artère qui s'est bouchée. Selon elle, le médicament anti-rhume pris à l'époque par son patient a de grandes chances d'être à l'origine de son AVC. Ce patient a quand même eu des troubles de l'équilibre et n'a pas pu retravailler après pendant plus d'1 an et demi du fait de ces troubles de l'équilibre. Donc ça, c'est quand même très invalidant. C'est quand même un monsieur qui travaillait, 38 ans, aucun problème de santé auparavant. Selon les autorités sanitaires, il y aurait même eu 2 décès à cause de ces médicaments anti-rhume. Depuis 10 ans, 117 personnes ont subi des effets indésirables importants. Mais les chiffres pourraient être beaucoup plus inquiétants encore. Il y a certainement une sous-estimation du nombre de patients victimes d'AVC liés à ce type de consommation. Parce que quand quelqu'un fait une attaque cérébrale, ce n'est pas la première question qu'on va poser. Est-ce que vous avez pris un médicament pour le rhume? Et le patient lui-même ne pensera pas forcément à dire d'ailleurs, tenez, j'ai pris un médicament qui est donné sans ordonnance parce que j'avais un rhume. Pour lui, c'est banal. Certains laboratoires attribuent ces accidents à une mauvaise utilisation de ces médicaments, notamment un surdosage. Malgré tous ces risques, les autorités sanitaires n'ont pris aucune décision, alors que le problème est connu depuis bien longtemps. C'est ce qui révolte l'un des pontes de l'Académie de médecine, le professeur Jean-Paul Giroux, spécialiste de l'automédication. Cela fait des années qu'il a ces produits dans sa ligne de mire. Ce qui est clair, c'est que ces médicaments sont peu efficaces et sont dangereux, voire très dangereux. Un point, c'est tout. Pour forger sa conviction, il s'appuie sur de nombreuses études, comme ce rapport de 2012 de l'Agence de sécurité des médicaments. Il compile les nombreux cas d'effets indésirables et conclut que les risques sont trop élevés. L'ensemble de ces éléments a conduit la Commission à retenir les propositions du rapporteur et à recommander le listage de ces spécialités. Ça veut dire quoi, le listage? Le listage, ça veut dire que ces médicaments devraient être délivrés uniquement que sur ordonnance. Pourquoi, depuis toutes ces années, rien ne s'est passé? Tout simplement parce qu'il y a des problèmes de pression, vraisemblablement de l'industrie pharmaceutique. Il ne faut pas se leurrer. Est-ce à cause des lobbies que le ministère de la Santé, dirigé aujourd'hui par Agnès Buzyn, ne prend pas la décision de placer ces produits sur ordonnance? Elle a refusé notre demande d'interview, mais un membre de son cabinet nous confie que la décision prend du temps à cause des intérêts économiques en jeu. Pour les pharmaciens, c'est pas si simple, parce que c'est quand même des produits que eux peuvent délivrer sans ordonnance, donc ça participe de l'équilibre de leur pharmacie. Mais c'est aussi parce que si vous mettez ça sur ordonnance, ça veut dire que quand vous avez un rhume, vous allez chez le médecin. Donc ça veut dire sans doute des milliers de consultations au moment de l'hiver supplémentaires. Des cabinets médicaux engorgés et des dépenses supplémentaires pour la Sécu. À ces difficultés s'ajoutent les enjeux économiques défendus par certains élus, comme l'illustre ce courrier envoyé à la ministre par le maire de Dijon, François Rebsamen. Il écrit carrément de la part de Urgo, le laboratoire dijonnais qui fabrique Humex Rhume. Et s'il fallait vendre le médicament sur ordonnance, il pronostique une perte de 12 millions d'euros qui pourrait peser sur l'emploi. Résultat, la décision de vendre ces médicaments sur ordonnance n'est toujours pas prise. En attendant, l'Agence du médicament a demandé aux pharmaciens de faire preuve de vigilance. Elle leur rappelle qu'ils doivent systématiquement s'assurer que le client n'a pas de contre-indication. Pour chaque vente,
Ils sont censés vous demander notamment si vous avez des problèmes cardiaques ou d'hypertension. Le font-ils vraiment? Bonjour, j'ai un bon gros rhume qui commence. Nous avons fait le test sur une dizaine de pharmacies. Je vais vous prendre un Humex Rhume, s'il vous plaît. C'est ça. Merci, au revoir. Dans 7 cas sur 10, nous achetons sans la moindre question du pharmacien. Du réflexe alors, qui traite le rhume. Ouais, ah non, voilà, Nurofen Rhume, il est derrière, là, je le vois. Ouais. Il y a même cette autre officine où nous sommes mis en garde contre un effet secondaire un peu anecdotique comparé à l'AVC. D'accord, il n'y a pas de contre-indication particulière? Si vous avez l'estomac fragile, prenez-le au moment du repas. D'accord, c'est tout? Ok, merci, au revoir. Finalement, seules 3 pharmacies comme celle-ci font preuve de vigilance. Dolirum ou quoi, il y a Actifed? Ouais, c'est pour moi. Pas de problème de cœur ou de tension? Non, pourquoi? C'est mauvais pour le cœur et la tension. Ah bon, d'accord. Vous manquez d'attention. À l'issue de cette tournée, nous avons de quoi soigner des années de rhume. Et ce n'est pas terminé, car sur Internet, nous commandons ces boîtes sans la moindre vérification d'un pharmacien. Seule contrainte, cocher cette petite case indiquant que l'on a bien lu la notice. Accusés d'être dangereux, ces comprimés anti-rhume à base de pseudoéphédrine sont de plus en plus contestés. Alors, un nouveau type de produit est en train d'émerger, considéré comme une alternative par les consommateurs. Cette fois, ce sont des substances naturelles, les huiles essentielles. Comment ces nouvelles marques s'y prennent-elles pour conquérir le marché du rhume? Exemple dans la pharmacie où travaille Anthony. Sur 4 clients enrhumés cet après-midi, Mon nez qui a bouché. Oui. 3 lui réclament des produits à base de plantes. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. C'est un médicament à base d'huile essentielle qu'on donne pour traiter le rhume, voire pour booster un petit peu le système immunitaire. Depuis 7 ans, cette cliente a elle aussi pris ses habitudes dans ce rayon. Ça va, c'est très bien avec l'eucalyptus. Donc ces deux choses-là, en fait, quand on les met dans une huile de support comme de l'amande douce, on peut s'en frotter à la fois le cou et puis la poitrine. Et ça aide à dégager les voies respiratoires. Ce marché devient stratégique pour les pharmacies. Il progresse de 12% par an. Le conseil demande plus de temps aux pharmaciens, mais lui rapporte plus. Exemple avec les achats de sa dernière cliente. Cannelle ici 14,90, Eucalyptus radié 5,90 et Ravinsara 6,50, ce qui est à peu près le prix moyen des huiles essentielles. Derrière leur image nature, ces produits hyper rentables suscitent la convoitise des industriels. En banlieue parisienne, dans les salons de cet hôtel, ces pharmaciens et ces médecins ont l'air d'attendre leur idole. C'est vrai qu'il est considéré comme le pape des huiles essentielles dans notre milieu. Il est connu et reconnu pour ça. Ils vont passer 6 jours à l'écouter. Il s'agit du docteur Dominique Baudou. Chacun a déboursé 750 € pour cette formation avec lui. Antivirale. Alors, Rosa canina, le rosier sauvage, l'éguantier, c'est très simple. C'est 1 goutte par jour, par année d'âge. Mais Dominique Baudou n'est pas seulement docteur en pharmacie. Il est aussi entrepreneur. Il a lancé sa marque il y a 30 ans, Pranarome, qui vend des huiles essentielles. D'ailleurs, s'il ne prononce jamais son nom, elle est bien présente là, discrètement, tout au long de la formation. Chacun reçoit son petit cadeau et le patron fait aussi sentir quelques échantillons. Le laurier, l'huile essentielle de Ravinsara. Ah, quand même, hein. Et... Bon, avec un tel enthousiasme, je ne sais pas si j'aurai assez de mon flacon ou si vous me laisserez repartir avec mon flacon. Hein. Il fait tout pour que ses pharmaciens et ses médecins recommandent les huiles essentielles et bien évidemment plutôt les siennes. En 30 ans, son entreprise s'est hissée à la 2e place du marché français. C'est de son usine belge que sortent 9 millions de boîtes par an. Combien de litres tu mets là ? 25, ah oui. Ce jour-là, il prépare l'une de ses concoctions contre le rhume.
Ça va s'ouvrir les poumons, hein, parce qu'avec la menthe poivrée, ça dégage, ça décongestionne. Préparez vos mouchoirs. Il mélange 10 huiles essentielles différentes dans ce bidon. Je dis Toutes sont entreposées juste derrière. Le titri, Melaleuca alternifolia. Dans ces rayonnages, il en a pour 15 millions d'euros de stock. Depuis 30 ans, il sélectionne ses fournisseurs dans le monde entier. Alors, devant la caméra, il veille tout de même à protéger ses sources. J'enlève l'étiquette de mon producteur parce que j'ai pas tellement envie qu'un concurrent ait la source quelque part du produit. Il y a dans ce fût du titri ou arbre à thé venu d'Australie. Et les huiles essentielles sont une matière plutôt onéreuse. Le titri, aujourd'hui, nous l'achetons aux alentours de 40 € du litre. Donc c'est un fût de 200 litres. Donc faisons le calcul, 40 € fois 200, ça fait 8 000. 8 000 € dans ce bidon. Si cela est si cher, c'est parce qu'il faut récolter puis distiller 100 kg de feuilles d'arbre à thé comme celui-là pour obtenir seulement 1 litre d'huile essentielle. La matière première est donc coûteuse et forcément, cela a un impact sur le prix du produit fini. Le mélange anti-rhume, par exemple, est commercialisé dans ces flacons de 30 ml. Nous le vendons aux environs de 6 €. Sur 6 €, il vous reste combien alors? Eh bien, il nous reste 2,50 €. Le bénéfice. Oui. Ce sont de belles marges. Une activité très rentable. Mais attention, pour le consommateur, ces produits ont beau être naturels, ils ne sont pas non plus anodins pour la santé. Dans l'entrepôt, des logos ont attiré notre attention. Ils sont plutôt inquiétants, comme celui-ci où l'on comprend que l'huile essentielle présente un danger pour l'homme. Comme cela, on peut dire, oui, c'est un produit dangereux. Je peux y mettre ma main dedans, ça craint rien, hein, mais vous ne pouvez pas prendre un verre et le boire, hein, parce que là, je vous garantis une toxicité certaine. En effet, comme l'a relayé la presse, le nombre d'intoxications est en hausse. Les huiles essentielles pures, surdosées ou mal utilisées, peuvent provoquer brûlures, vomissements ou problèmes respiratoires. À lui seul, le Centre antipoison de Lille a recensé 141 cas en 2015. Le matin, qu'est-ce que tu auras fait? Tu auras préparé ton petit stick inhalateur avec ta lotion décongestionnant. Alors, pour éviter les accidents et rassurer les clients, Dominique Baudou essaye en permanence de trouver des moyens plus simples et plus sûrs de consommer les huiles essentielles. Plutôt que de les vendre dans des flacons, il lance cette année un anti-rhume déjà dosé dans des capsules à avaler, comme un médicament classique. La capsule, comme ça, présente un grand avantage au niveau pharmaceutique, c'est d'avoir une certitude que la dose prise par le patient soit respectée. Parce que là, 2 gouttes, on peut dire « ouais, mais 2 gouttes, c'est pas assez fort, moi je peux certainement prendre 4 gouttes ». Ben non, 4 gouttes, c'est sûr que ça va générer quelques effets secondaires, une bouche en chaleur. Avec une démarche qu'il veut rassurante et en surfant sur la mauvaise réputation des antirhumes classiques, les ventes de son entreprise progressent de 20% par an. Mais qu'ils soient inoffensifs ou risqués pour la santé, ces médicaments anti-rhume ne s'attaquent en général qu'aux symptômes. Comme le dit un dicton populaire, un rhume dure 1 semaine si on le soigne, 7 jours si l'on ne fait rien. Et après la santé, où on l'a bien compris, la vie d'un professionnel, d'un médecin reste évidemment important, on s'intéresse désormais à 2 univers, celui de la voiture et celui de l'électroménager. 2 secteurs dans lesquels, vous allez le voir, de plus en plus de Français décident de se débrouiller seuls en cas de problème, si un appareil est cassé ou si sa voiture est en panne. Ils préfèrent réparer eux-mêmes pour faire des économies. C'est plus économique donc, mais aussi plus écologique, lave-linge, tablette, ordinateur ou encore smartphone. Alors question, peut-on vraiment dans ces 2 secteurs se passer de professionnels? Peut-on tout réparer soi-même? Vous allez voir aussi comment certaines marques rendent désormais leurs produits irréparables. C'est une enquête signée Valentine Bossibé. Faire venir un réparateur lui aurait coûté 90 €.
trop cher. Alors Claire a décidé de faire autrement. Cet après-midi, cette étudiante va réparer sa machine à laver sans l'aide de personne. Ou presque. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, expliquez-moi votre problème. J'ai commandé les charbons pour ma machine et donc là, il faudrait que je les installe, mais je vois pas trop comment le faire toute seule. D'accord. De l'autre côté du smartphone, Didier, expert technique, va la guider à distance durant toute la réparation. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est tirer votre machine et la mettre sur le côté. Je la penche sur le côté? Ce service de coaching révolutionnaire vient d'être lancé par un site internet de pièces détachées. Pour ses clients comme Claire, l'opération est délicate. Elle doit changer 2 pièces dans le moteur de son lave-linge, les charbons. Vous voyez là? Allez-y, mettez le doigt dessus pour voir. C'est celui-là? Celui qui est derrière, sur la partie, vraiment sur le charbon. Il est bien sur le charbon. Hein. Grâce à la visioconférence, le coach, 20 ans d'expérience dans l'électroménager, peut voir l'intérieur même de sa machine pour la conseiller. Un peu comme s'il était dans sa cuisine. Bon, alors vous allez le retirer. Vous retirez la petite cosse. C'est bon? Voilà. Il faut que votre charbon, il soit bien l'oblique du charbon. La partie oblique, elle soit bien en application sur la partie du moteur qui va tourner le rotor. Vous voyez les petites fentes que vous avez? Ça touche bien, là? Ça a l'air d'être pas mal. Je vais la retourner un petit peu. En à peine 30 minutes, Claire réussit un exploit. Une réparation le plus souvent facturée au prix fort par les professionnels. Voilà, donc là, on entend la machine se remplir d'eau. Ouais, c'est parti et ça tourne. Bah, c'est génial. Je suis très contente. Eh ben, c'est super, moi aussi. L'étudiante n'a eu qu'à payer 32 € pour les pièces détachées. L'assistance vidéo est pour l'instant gratuite. Merci beaucoup. Réparer soi-même son lave-linge, son grille-pain ou sa voiture. Un réflexe pour toujours plus de Français. Quand un appareil tombe en panne, pourquoi ne pas se retrousser les manches? Cela permet d'échapper à des factures salées, à de potentielles arnaques toujours aussi nombreuses selon la répression des fraudes, et d'arrêter de jeter encore et encore. Sur Internet, un site français surfe avec succès sur ce phénomène. Il propose 8 millions de pièces détachées, accompagnées de tutoriels pour nous faciliter la tâche. Alors est-il vraiment possible de tout réparer soi-même? Y a-t-il parfois des risques? Et comment certains fabricants s'arrangent-ils pour nous rendre la mission impossible avec des appareils totalement irréparables? Quand notre voiture tombe en panne, difficile de s'en sortir sans passer par la case garagiste, payer pour les pièces et ne pas oublier la main-d'œuvre. Alors quand la direction assistée de Nathalie a lâché il y a quelques mois, Du coup, on va y aller doucement, parce que... c'était vraiment la tuile. Ah, et on arrive sur un rond-point. Tourner le volant est devenu une épreuve à chaque virage. Sa crémaillère de direction est à changer. Mais le devis du garagiste est bien trop cher pour Nathalie, 1 300 €. Alors pour ne pas se ruiner, elle a décidé de faire la réparation elle-même. C'était sportif. Elle n'est pourtant pas mécano, mais comptable dans une entreprise de construction. J'ai rendez-vous pour changer ma crémaillère de direction. En self, c'est ça? En self, oui. En self, cela veut dire en self-garage. C'est le client qui répare. Il y en a 150 en France. Et on y va. Ok. Nathalie va avoir accès au pont élévateur et aux outils du garagiste pour 30 € de l'heure. Alors, donc vous allez travailler ici. Voilà, donc ça, c'est les outils qui sont mis à disposition par rapport au contrat. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, tout est inclus. D'accord. Là, vous n'allez pas en avoir besoin. Nathalie a déjà changé ses plaquettes de frein et fait une vidange. Une grosse, une petite. Mais remplacer une crémaillère de direction, c'est une autre paire de manches. Ça fait beaucoup tous ces outils, oui. J'espère que je vais pas me servir de tout, mais on verra bien. Pour se rassurer, elle a pris l'option coaching à 38 € afin d'avoir droit au conseil de Cédric en cas de pépin.
Voilà, crémaillère de direction. C'est pour ça que c'est indispensable le coaching. Parce que là, comme ça, je sais pas trop quoi en faire de la pièce. Voilà, voilà. À partir de maintenant, elle paye à l'heure. Alors mieux vaut ne pas traîner. Première étape, le démontage des roues. Puis le dévissage de l'ancienne crémaillère. Attention à ne pas se cogner. C'est du sport quand même. Oui, un peu. J'ai mis la clé à l'envers. Quand ça coince, Pas de solution. heureusement, Cédric, le coach n'est jamais loin. j'ai un petit problème. C'est-à-dire? Mais la douille, elle est coincée dans la vis. J'arrive pas à la retirer. Il est plus qu'utile, il est indispensable, Cédric. Je peux pas m'en passer. D'ailleurs parce que je démonte des vis et des fois je sais pas où les remettre. Donc il me dit, il faut remonter là. Je mets 4 vis. Voilà, et on va la poser sur l'établi. Au bout de 3 heures, Sur l'établi. soit 90 € pour Nathalie, la crémaillère cassée est retirée. Reste maintenant à monter la nouvelle. Il y a du cambouis que sur les mains pour le moment, donc ça va. On peut dire que ça se passe bien. Avec l'augmentation des tarifs des garages, ils sont ici de plus en plus nombreux à venir se salir les mains. Depuis le début de l'année, Cédric a accueilli près de 500 clients venus ainsi réparer leur voiture eux-mêmes. Une activité qui représente déjà 20% des revenus de son petit garage. 17h30, Nathalie termine le remontage. C'est l'heure de vérité. Ça y est, on teste. On va voir si on a bien travaillé ou pas. Et on tourne les roues à droite et à gauche. C'est beaucoup plus facile que ce matin. Tourner autant mon volant. Ouais, c'est bon. Eh ben c'est bon. Je suis fière de moi, oui, ça fonctionne. En tout, elle a passé 6 heures les mains dans le cambouis pour 158 €, coaching compris, bien moins cher qu'un garagiste traditionnel. J'ai économisé à peu près la moitié, 50% du prix de la réparation sur une concession. Donc ouais, je pense que ça valait le coup de se salir un peu les mains. Réparer soi-même, c'est économique. Mais cela permet aussi de prolonger la durée de vie de nos appareils et de moins jeter. C'est la philosophie écolo des Repair Café. Né aux Pays-Bas il y a 8 ans, il y en a aujourd'hui 130, partout en France. Ce matin à Paris, ils sont des dizaines à avoir apporté de l'électroménager ou des produits high-tech en panne. Des appareils souvent hors garantie. Donc ça serait pour réparer un casque audio. Les faire réparer par un professionnel coûterait plus cher que l'objet. Alors ils viennent le faire eux-mêmes, dans ce lycée, guidés par des bénévoles en bleu de travail. Marc est venu avec son fils de 6 ans. Papa, tu veux la réparer ou c'est le monsieur qui répare? On fait tous les deux. Il aurait pu jeter à la poubelle ce vieux lecteur CD qui ne s'ouvre plus et en racheter un neuf. Voilà, ça y est. C'est tout bête, hein, voilà, c'est bête comme chou. Mais avec un peu d'aide, il va tenter de le ressusciter. Donc on a notre courroie, donc on voit, elle commence à plus être parfaitement ronde. Elle a déjà pris une petite forme non parfaitement circulaire, ce qui montre déjà un début d'usure. Donc on va changer la courroie et on va croiser les doigts et puis avec un peu de chance, ça va marcher. Très bien. Alors ça... On va voir ça. J'espère que j'ai pas mis trop de graisse dessus. Bon, sinon tant pis, on fera un essai, on va voir. Donc l'idéal, c'est de commencer par mettre la courroie sur le petit axe. Et une fois que le petit axe est mis, voilà, de tirer et de pouvoir l'enrouler sur la grande. Voilà, impeccable. Voilà. Donc là, je mets sous tension. On va l'allumer. Normalement, le CD doit rentrer, le tiroir doit rentrer dans l'appareil. Bon, voilà. Génial. Voilà, je suis bluffé. Hein. Ça vaut toujours le coup de regarder, d'ouvrir, de voir ce qui se passe et donner une chance, une deuxième vie à un objet au lieu de consommer, de jeter. Très bien. Merci à vous, merci de votre patience. Ce jour-là, Au revoir. 73 personnes ont apporté leurs appareils cassés. La moitié a été sauvée de la poubelle. Je viens de remplacer la pièce, je viens de faire le remontage. Lors de sa première visite, Mickaël a pu identifier la panne sur sa centrale vapeur. Cette électrovanne défectueuse. Ici, c'est bouché.
malgré la mise sous tension. D'accord. Donc j'ai remplacé cette pièce-là. Il a depuis commandé la pièce détachée sur Internet et vient de finir tout seul la réparation. Une sacrée économie. Une bonne centrale, ça m'aurait coûté dans les 200 €, sachant que la marque me proposait de la réparer pour 250 € et que cette pièce, avec mon temps libre, ça m'a coûté, allez, 30 € au global. De retour chez lui dans les Yvelines, Michael teste immédiatement sa centrale vapeur, remise en état de marche. C'est impressionnant, c'est même agréable. Finalement, les hommes devraient se mettre peut-être plus souvent à repasser. La réparation maison, c'est le réflexe de ceux qui veulent consommer de façon plus responsable. Un résultat qui est, je pense, impeccable. Ouais. Mais certains ont compris qu'il y avait là un filon très rentable. Sur Internet, le français Spareka s'est imposé sur ce créneau du réparer soi-même. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et sur son site 8 millions de pièces détachées en vente pour les aspirateurs, les lave-vaisselle et même les friteuses. Il y a la courroie de marque et l'électrovan de Michael, disponible en quelques clics et stocké dans ce centre logistique de 6000 m² en Seine-et-Marne. La caverne d'Alibaba du réparateur amateur. Plus besoin de courir les magasins de bricolage et autres services après-vente. Les millions de pièces rangées ici peuvent être livrées chez vous en 24 heures. Alors, montre-moi un peu. Donc en ce moment, il y a beaucoup de sorties, tout ce qui est brosse aspirateur. Le site vend presque toujours les mêmes pièces, celles qui s'abîment et cassent régulièrement. Ce qui se vend le mieux, ça va être la courroie. Donc ça, c'est une courroie de lave-linge. Ça casse souvent parce que c'est une pièce qui est fortement sollicitée. Enfin, vous imaginez, aujourd'hui, on a des machines à 1200, 1600 tours par minute. Ça, on en vend 1000 par mois, quoi, en gros. Autre best-seller, le filtre d'aspirateur ou le bras de cyclage du lave-vaisselle. Les préparateurs de commandes emballent à la chaîne. Jocelyne envoie plus de 200 colis par jour. On est toujours dans l'activité. Ça n'arrête jamais. Et voilà, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Dans les prochaines années, l'entreprise espère s'imposer comme le portail incontournable des pièces détachées. Pour cela, elle doit proposer aux clients toujours plus de pièces sur le site. L'objectif des 40 salariés qui viennent tout juste de s'installer dans ces bureaux flambant neufs en région parisienne. Ce matin, Geoffroy Malater, le jeune patron, reçoit l'un de ses fournisseurs. Bonjour François. Bonjour Jean-François. Vous allez bien? Bonjour François. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Celui-ci vient lui présenter ses nouvelles références, comme cette carte électronique pour digicode de portail. Ça représente beaucoup de pannes? Ça représente beaucoup de pannes à partir du moment où c'est mal protégé, effectivement. Donc les araignées classiques, l'intrusion d'eau classique. Plus la pièce tombe en panne, plus elle se vend, à condition de ne pas être trop chère. On essaye de réduire les tarifs au maximum, puisque la première raison pour laquelle les gens ne réparent pas, c'est le coût, justement. Donc on travaille avec les fabricants pour réussir à proposer des pièces les moins chères possibles. Selon nos informations, le patron aurait négocié cette carte électronique pour 50 € auprès de son fournisseur. Elle sera vendue en ligne 3 fois plus cher, 150 €. Mais ça sera l'occasion de demander à Kevin de faire nos tutoriaux pour pouvoir le présenter. Mais pour encourager ses clients à réparer eux-mêmes, le site ne se contente pas de vendre des pièces détachées. C'est parti. Il leur explique aussi comment les installer. Bonjour, bienvenue sur YouTube. Son arme, 450 tutoriels en vidéo, déjà 7 millions de vues. Ils sont présentés par Didier Dessart. Vous vous souvenez? C'est le réparateur à distance qui a aidé Claire. Donc comment va-t-on faire pour démonter le four? Ici, cet ancien technicien du SAV de Darty est surnommé le Repair Gourou. La dernière vis qui va s'en aller. Et on va aucune panne ne lui résiste. À l'intérieur. Voilà. Quand j'étais dans les services après-vente, on se déplaçait très souvent pour changer ce type de résistance. Et quand le client voyait qu'une résistance de ce type valait entre 25 et 40 €
et qu'il y avait 70 à 80 euros de main-d'œuvre déplacement, bon, il était content que son four refonctionne, mais il se disait, si j'avais su, j'aurais pu le faire moi-même. On va rebrancher le four. La start-up française compte bien devenir un acteur mondial de la réparation maison. Ouvrir la porte. On sent bien la chaleur. Le four fonctionne. Il est à nouveau opérationnel. En plus de ses tutoriels, oui, monsieur Ferrer. Elle a mis en place un centre d'appel international. Oui, bonjour, c'est le service après-vente de Grabs. Choix des pièces sur le site, SAV, 10 télévendeurs conseillent les clients en espagnol, en italien ou en allemand. Une assistance qui n'empêche pas les déconvenues et même les accidents. Car réparer soi-même n'est pas toujours sans risque. Patricia, 58 ans, en a fait l'expérience quand son sèche-linge est subitement tombé en panne, il y a quelques semaines. J'ai lancé un programme. Voilà, il ne démarrait pas. Patricia est une fidèle cliente de Spareka. Alors elle décide d'appeler un téléconseiller. Il me dit, vraisemblablement, le condenseur est mort, donc c'est cette petite pièce-là. On peut essayer de le changer, ça coûte une trentaine d'euros. Alors qu'elle est au téléphone, elle va commettre une grave erreur. J'ai vu ce petit boîtier avec un petit bouton rouge et j'y ai touché, mais j'avais oublié que le courant avait été remis. J'ai pris vraiment une grosse décharge électrique. Là, ça a été violent. Là, j'ai décidé qu'on allait s'arrêter là et que j'allais changer d'appareil parce que j'avais peur. Patricia a finalement racheté un sèche-linge neuf à 468 euros. Ça m'aura coûté plus cher, mais c'est le prix de la sécurité. Réparer soi-même, cela peut donc être difficile et parfois même dangereux. D'autant que certains fabricants nous compliquent la tâche en nous vendant des produits quasiment irréparables. Illustration dans cette ressourcerie où un réparateur bénévole tente de redonner vie à toutes sortes d'appareils en panne, un peu comme dans les Repair Café. Mais Gilles a souvent l'impression que tout est fait pour l'en empêcher, comme pour ce sèche-cheveux. Voilà, il y a une vis. Cette vis n'est pas comme la plupart des vis, où il faut un embout spécial pour l'ouvrir. Des vis indévissables un téléphone, par et exemple, parfois des appareils clipsés comme ce téléphone. Voilà, on est obligé de faire lever chaque petit clips. Voilà, voilà. Vous avez l'angoisse de casser l'objet. Voilà, ça y est, là j'y suis arrivé. On a les fameux clips qui sont là. Certains clips ont sauté parce que ce sont des petites parties de plastique. L'appareil est endommagé. Et surtout, une fois ouvert, il est très difficile de le réparer pour un particulier. Il faut avoir un fer à souder, il faut avoir des connaissances électroniques. Alors qu'avant, on pouvait arriver à dépanner. Chaque composant pouvait être retiré et dessoudé et ressoudé. Là, on est sur un objet qui est très très souvent jeté et racheté. Pour cet épilateur électrique, cela va encore plus loin. Changer la batterie est tout simplement impossible. Alors là, on a des piles rechargeables, mais elles sont qui sont HS et on a besoin de les remplacer et on s'aperçoit qu'elles sont soudées directement à même l'objet. Le fabricant s'est-il arrangé pour limiter la durée de vie de son appareil ? Difficile à dire. Mais ces derniers mois, plusieurs géants de l'informatique ont été visés par cette accusation. Certains de leurs produits seraient irréparables pour un particulier, comme cet ordinateur tactile de la multinationale Microsoft. Dans une grande surface, nous sommes donc allés l'acheter pour l'examiner sous toutes les coutures. Je vais vous prendre celui-ci, s'il vous plaît. Son prix, plus de 1000 euros. De retour au bureau, nous déballons le produit sans attendre. Et la surprise. Donc là, quand on l'ouvre, on voit que le clavier est complètement fixé et collé par un tissu. Il n'y a pas du tout de vis sur les côtés. Et au dos, pas de vis apparente non plus.
Cet ordinateur sans vis n'a pas intrigué que nous. Ce site américain qui évalue la réparabilité de nos petits bijoux high-tech a décidé de le passer au crible. Comment se situe-t-il dans notre classement? Je vous donne un indice. Dans cette vidéo disponible sur son site, les ingénieurs tentent d'ouvrir la tablette, mais le démontage vire au carnage. Le produit est entièrement collé. Note de réparabilité à l'issue du test, 0 sur 10. Une première. Microsoft a-t-il volontairement rendu son produit irréparable? Nous avons joint les ingénieurs du site pour leur poser la question. Nous avons vu plusieurs ordinateurs d'autres marques qui sont faciles à réparer. On arrive à les ouvrir sans les casser. Je ne vois donc pas pourquoi Microsoft a rendu celui-ci aussi difficile à ouvrir. Selon moi, ils auraient pu le rendre réparable. C'est un très bon exemple d'obsolescence programmée. Vous ne pouvez rien faire si l'ordinateur tombe en panne. Vous devez le jeter et en racheter un nouveau. C'est mauvais pour l'environnement, pour les consommateurs. Cela permet juste à Microsoft de gagner plus d'argent. Sollicité, la multinationale assume. Son ordinateur garanti 1 an a été volontairement conçu pour être réparé uniquement par des professionnels. Pour les particuliers, il reste une dernière limite à la réparation maison. La disponibilité des pièces. Certaines sont parfois totalement introuvables, même pour des appareils récents. En banlieue lilloise, c'est la mésaventure que connaît Jérémy avec le cuiseur vapeur qu'il a acheté il y a seulement 2 ans. Le minuteur est cassé. Aujourd'hui, je suis obligé de prendre un couteau et de tourner le bouton pour activer le cuiseur vapeur. Jérémy s'est rendu au service après-vente du magasin, qui lui a alors indiqué que la pièce n'était plus disponible. Mais l'enseigne lui a proposé une autre solution. Ce nouveau site de la marque, qui permet aux clients de demander la fabrication de n'importe quelle pièce détachée grâce à une imprimante 3D. En quelques clics, Jérémy peut passer commande. Ça y est, c'est commandé, la demande est envoyée. J'ai plus qu'à aller la chercher au magasin. De l'autre côté de l'écran, c'est François qui va concevoir la pièce grâce à cette imprimante 3D et cette simple bobine de fil. Une fois chauffée à 210 degrés, le plastique va ressortir sous forme liquide par cette petite tête. Elle va reproduire le bouton minuteur, couche après couche. Il ne faut qu'1 heure à l'imprimante pour créer la pièce. Sans attendre, Jérémy peut venir la récupérer. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci. Bien écoutez, votre pièce est presque terminée. Le bouton minuteur finit d'apparaître sous ses yeux ébahis. C'est très bluffant en fait, la finition elle est quasi pareille que le bouton, en espérant que ça fonctionne bien sur l'appareil. Et voici votre bouton. D'accord, ouais. S'il vous plaît. En effet, c'est très ressemblant à... Je vous laisse l'honneur de le remplacer. Et là? Ah ouais, d'accord. Là, on voit que ça fonctionne très bien, la minuterie s'est mise en route. Ça m'a l'air même plus costaud que le bouton d'origine. Coût de la réparation, 0 € pour Jérémy. Grâce à ce nouveau service, merci beaucoup. C'était avec plaisir. À bientôt. L'enseigne espère surtout faire de la pub pour ses imprimantes 3D et attirer les clients dans ses magasins. Voilà, c'est parti. Dans 20 minutes, c'est prêt. Pour le consommateur, c'est surtout l'espoir d'appareils éternellement réparables. Allez-y, passez. Je vous en prie. Allez-y. Voilà pour ces 2 enquêtes, voilà pour cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Tout compte fait sur France 2, évidemment. Et d'ici là, n'oubliez pas, comme à chaque fois, restez curieux. Bye bye.